Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Suis ton flow. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Céline de Du jus dans le citron pour aborder ce sujet volontairement un peu provocateur. Le business plan ne sert à rien. Donc vous l'aurez deviné, le but c'est surtout de comprendre la portée du business plan pour savoir si vous en avez réellement besoin en fonction de votre projet. Et je pense tout particulièrement à ceux qui se lancent en micro-entreprise avec un projet qui ne demande pas de financement où on ne voit pas forcément l'intérêt du business plan. Donc on va voir tout ça tout de suite avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Stéphanie. Je suis ravie de t'accueillir en tant que première invitée du podcast. Eh bien, écoute, merci à toi également de m'accueillir pour mon premier podcast. En fait, donc pour les auditeurs, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, donc autour du business plan, il était déjà programmé. Et quand on est entré en contact, en fait, ça tombait très, très bien donc pour pouvoir aborder le sujet ensemble. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors Du jus dans le citron, c'est la collaboration vitaminée entre Céline et Julie. Donc, on aide les entrepreneurs à se presser le citron pour développer leur activité. Donc, Céline et Julie, c'est d'abord et initialement une belle amitié qui dure depuis l'adolescence. Et aujourd'hui, c'est donc une belle complémentarité via du jus dans le citron pour aider les entrepreneurs qui se lancent ou qui sont déjà en activité. Donc, plus concrètement, moi, j'aide les entrepreneurs à structurer leur projet en lui donnant des bases solides grâce à ma pédagogie. Et Julie va aider les entrepreneurs à développer leur activité avec une communication efficace sur le web. Elle va leur donner les clés pour augmenter la visibilité de leur site web et se démarquer sur les réseaux sociaux. Ok, donc toi, tu es vraiment dans la partie chiffres, structurés. Bon, pas que les chiffres, hein. Pas que ça, Non, mais... pas que les chiffres, mais les chiffres ont également leur importance. Effectivement, après avoir structuré le projet, voilà, faut bien confronter, on va dire, toutes ces bases et toute cette stratégie ou structure à des données chiffrées pour voir si on peut vivre de son activité et voilà, si ses offres sont au bon prix. Voilà, il y a forcément une partie à un moment donné chiffrée si on veut se retirer un revenu de son activité ou de son business. Et donc, tu étais la personne idéale là, pour parler du business plan. Et le business plan, on sait que ça peut faire peur. Dès qu'on parle de business plan, on se dit, oh là, c'est compliqué. Donc, en quelques mots, comment tu définirais en fait le business plan? Pour toi, c'est quoi? Alors, un business plan, c'est tout simplement un document qui va relater la stratégie commerciale, marketing et financière de son entreprise. Et je te rejoins, le business plan a très mauvaise réputation. On dit souvent qu'il fait peur. On l'associe souvent effectivement au rendez-vous avec le banquier pour une recherche de financement, alors que ce n'est pas son unique rôle. Mais justement, on va essayer de dédramatiser. Parce que oui, c'est vrai, business plan, on pense au financement, donc soit le banquier, soit un organisme qui va aider à la création. Donc à ce moment-là, il faut qu'on ait quelque chose à présenter pour son projet. Mais est-ce que le business plan, c'est vraiment uniquement destiné aux banquiers? À qui ça s'adresse vraiment? Donc, c'est vrai que dans le langage commun ou dans l'esprit de la plupart des gens, le business plan sert à présenter son projet à un futur partenaire, y compris un Mhm. banquier, dans le but de le convaincre et de lui démontrer effectivement qu'on est la bonne personne pour le projet, que notre offre répond à un besoin et que notre entreprise est viable. Donc ça, effectivement, c'est quand même, on peut pas le nier, c'est quand même le rôle initial du business plan. Mais on peut également, et je crois que c'est très utile, de faire un business plan pour soi. Parce que pour moi, le business, même si on n'a pas besoin de financement, parce que pour moi, le business plan, c'est comme un petit peu le squelette de son entreprise. Mhm. Et donc, une fois qu'on a bâti toutes ces fondations, qu'on sait où on veut aller, comment on veut y aller, et si notre projet et tout ce qu'on a construit peut nous générer le revenu souhaité, eh ben, voilà, forcément, on marche mieux avec un squelette bien construit que sans. Donc, c'est dommage, C'est voilà, c'est sûr. dommage de s'en priver et c'est dommage de se lancer sans ces bases-là parce que voilà, on peut perdre un petit peu de temps et peut-être de l'argent également à partir sur des bases moins solides et avoir à refaire après voilà, ce qui n'a pas été fait initialement.
Mais est-ce que tu dirais que c'est un outil nécessaire, quel que soit le type d'entreprise? Parce que on se dit, bah, voilà, je prends l'exemple classique, on se lance comme freelance, allez, je vais juste faire quelques prestations, franchement, me prendre la tête à faire un business plan, c'est lourd et puis ça sert à rien pour une micro-entreprise. Est-ce que pour toi, quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le type d'activité, ça présente vraiment son utilité, ça vaut le coup de prendre ce temps? Donc effectivement, le business plan, bon, c'est pas forcément vital, hein. La survie de son entreprise n'en dépend pas non plus, hein. On a vu plein d'entreprises, d'entrepreneurs qui se sont lancés sans en faire un et qui vont très bien aujourd'hui, hein. Mm. Maintenant, c'est quand même dommage de se priver de tout ce travail de fond et de fondation pour avancer voilà, plus sereinement aussi également, et puis surtout dans la bonne direction le plus tôt possible pour éviter de perdre du temps et peut-être un peu d'argent également à tester plus longtemps son offre ou se demander pourquoi on fait les choses et peut-être de ne pas s'adresser non plus aux bons clients voilà, si on n'a pas réfléchi à tout ça avant, ou constater peut-être également que le modèle économique qu'on a créé n'est pas viable et que en l'état on peut pas se verser de revenus en fait Mm. avec l'offre qu'on a construit. Donc voilà, c'est quand même je compare souvent ça à quelqu'un qui avancerait les yeux bandés. Je trouve ça quand même plus facile de savoir où on va et d'y parvenir voilà, quand on a les yeux bien grands ouverts et qu'on voit un petit peu où on avance et comment on est équipé pour y aller. Ouais, je te rejoins totalement. Et c'est vrai que on voit de plus en plus, on parle beaucoup du client idéal. Et c'est vrai que c'est déjà un travail qui va dans ce sens, hein, de savoir ce qu'on va proposer exactement, à qui ça va s'adresser, quel type de clientèle. En fonction, bah, on va pas faire les mêmes tarifs, communiquer de la même façon, etc. Donc ça, c'est déjà un travail qui va dans ce sens. Mais on a tendance à faire l'autruche quand même sur la partie vraiment chiffrée. Et bah, c'est là qu'on se rend compte parfois que ça ne passe pas, hein, en fait, concrètement. Mais si on se lance sans faire ce travail, ce qui est très souvent le cas, est-ce que ça vaut quand même le coup de le faire est-ce que c'est forcément un travail à faire au moment de la création ou avant de se lancer? Alors non, pas forcément. Honnêtement, il n'est jamais trop tard pour le faire et c'est toujours mieux de le faire même après quelques mois que de ne pas le faire. Moi, je constate quand même beaucoup dans les personnes que j'ai pu accompagner ou voir via mon précédent job en banque que après quelques mois d'activité, les questions qui n'ont pas été posées en fait au démarrage reviennent souvent. Mhm. La notion de pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on veut transmettre à travers notre activité ou nos services. Il peut y avoir une quête de sens et surtout des difficultés à prendre des décisions stratégiques si on ne s'est pas posé ces questions-là en amont. Idem pour les offres, la cible, etc. C'est vrai que souvent, c'est des questions qui arrivent un petit peu après. Donc, évidemment, dès qu'elles arrivent, il n'est jamais trop tard. Bien sûr, un business plan, l'idéal pour ne pas perdre de temps et d'argent, finalement, en prenant des décisions qui ne seront peut-être pas les bonnes, c'est de le faire au démarrage. Mais bien sûr, mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'expression. Et c'est intéressant parce que tu as parlé de la question de sens, Mm. de pourquoi on fait ce qu'on fait, hein, pourquoi on se lance dans cette activité. Et c'est une dimension, en fait, que de l'extérieur, quand on ne s'est jamais penché sur l'exercice, on ne pense pas retrouver ce genre de choses dans le travail du business plan. Parce qu'on a vraiment cette vision des tableaux, du gros dossier, voilà, quelque chose de formalisé. Et comme on disait, hein, quelque chose pour le banquier, on s'arrête aux faits bruts et voilà. Et finalement, c'est une démarche beaucoup plus profonde, en fait, hein.
Alors, moi, je dissocie quand même le business plan qu'on fait pour le banquier et le business plan qu'on fait pour soi. Mhm. Effectivement, la question de sens, le banquier ne va pas la demander et ne va pas forcément la regarder. Lui, ce qu'il va faire, c'est mesurer son risque et est-ce que le porteur de projet va pouvoir lui rembourser son prêt. Ça va être grosso modo ça. Après, là, moi, je pense plutôt au business plan qui s'adresse aux personnes qui n'ont pas besoin de financement et qui veulent se construire leur activité, leur business pour se rémunérer. Et là, je crois que si on n'a pas fait ce travail-là, enfin, c'est hyper important parce qu'on va en avoir besoin après pour bien communiquer, pour bien construire son offre et donc savoir aussi à qui on s'adresse. Et automatiquement, les chiffres vont en découler. Euh, les chiffres vont permettre de calculer le chiffre d'affaires que l'on doit faire pour se rémunérer et donc de calculer son seuil de rentabilité après la rémunération qu'on souhaite, les charges à payer, l'URSSAF, etc. Mais à un moment donné, pour que ce soit utile, ce chiffre d'affaires ou ce seuil de rentabilité, il va falloir le confronter à la réalité, Mhm. c'est-à-dire à combien d'offres vendues cela correspond, suivant le nombre Mhm. d'offres qu'on a prévu de faire. Est-ce que du coup, ça semble, donc en fonction du prix qu'on a fixé pour ces offres Mhm. également, est-ce que ça semble cohérent? Est-ce que ça semble cohérent par rapport à notre cible, notre client idéal, son budget? Est-ce que ça semble cohérent par rapport au marché? Et du coup, est-ce qu'on est bien positionné? Donc voilà, tout ça, en fait, enfin, moi, dans le business plan, je distingue 3 briques. Dans le business plan, donc pour les personnes qui se lancent sans financement, pour eux, en fait, pour construire leur activité. Et pour moi, ces 3 briques, il peut pas y avoir une brique sans l'autre, en fait. C'est des pièces de puzzle complémentaires. Et puis, il me semble quand même que la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat se lancent aussi pour avoir un job qui a du sens et Oui. voilà, qu'on aime faire, contrairement à ce qu'on pouvait peut-être, ce qui nous manquait peut-être des fois un peu cruellement dans le salariat ou dans le job qu'on exerçait précédemment. Mhm. Et les 3 briques dont tu parles, c'est quoi? Alors pour moi, donc tout d'abord les bases solides, hein, des fondations. Donc pourquoi on fait les choses, où on veut Mhm. aller. Hein, donc ça passe effectivement par le why et la vision. Après, deuxième brique, comment on veut y aller? Là, on construit sa stratégie. Voilà, sur quel marché on se positionne, quel est notre client idéal, notre cible, notre proposition de valeur également sur notre offre. Voilà, comment on peut répondre complètement aux besoins de notre client idéal, comment éventuellement on peut se différencier en identifiant aussi voilà, les plus qu'on peut avoir ou nos talents, on en a tous, hein. Et puis, son positionnement sur un marché. Voilà, la question vraiment de la stratégie et comment on va jusqu'au point qu'on veut atteindre. Et puis, la troisième brique, celle qui plaît le moins et qui est souvent très, très peu abordée, c'est effectivement, est-ce que tout ce que j'ai construit en amont, ces 2 premières briques, est-ce que ça va pouvoir me rémunérer? Est-ce que mon entreprise Mhm. est viable? Est-ce que mon modèle économique fonctionne? Et comme je disais tout à l'heure, c'est en fait confronter tout ce qu'on a créé auparavant à la réalité du terrain, c'est-à-dire ça correspond mon seuil de rentabilité et le chiffre d'affaires minimum que je dois faire en ayant payé toutes mes charges et en m'ayant rémunéré. Euh, est-ce que ça va me permettre est-ce que les offres que j'ai créées vont me permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires prévisionnel, ce chiffre d'affaires seuil de rentabilité? Est-ce que le marché sur lequel je me positionne aussi, est-ce que en étant tout à fait réaliste, je vais pouvoir en vendre peut-être 50 ou 100, ce qu'il faut en fait là, et est-ce que ma communication va dans ce sens-là? Enfin voilà, il faut que là c'est le moment en fait de vérification du puzzle. Est-ce que toutes les pièces s'imbriquent l'une dans l'autre et est-ce que on va dire le final est complet? Et si c'est pas le cas, parce que ça peut arriver, eh ben Mhm. c'est peut-être le moment où justement où il faut le voir avant de se lancer. Voilà, si le modèle économique ne fonctionne pas, est-ce qu'il ne faut pas créer une autre offre? Est-ce qu'il ne faut pas également créer une offre pour un autre marché ou un autre client idéal? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter le prix de son offre en comparant bien sûr la valeur qu'on apporte par rapport à d'autres offres existantes, ou est-ce qu'il ne faut pas la simplifier pour y passer moins de temps et pouvoir en vendre plus, par exemple? Donc voilà, il y a tout un travail de réflexion et de vérification à faire dans cette troisième brique et qui est indispensable pour confirmer en fait les 2 premières.
si on veut vivre de son activité. Oui. Et finalement, on se rend compte que tout est vraiment très lié parce que une fois que tu as fait cette dernière étape où là, tu te confrontes à la réalité des chiffres et tu te rends compte, par exemple, que pour que l'activité soit rentable, il faudrait que tu fasses 30 prestations par jour alors que chaque prestation te prend 1 heure, donc c'est pas faisable. Et que tu travailles 8 heures dans ta journée. C'est ça. Finalement, ça peut t'obliger à revoir les bases de tout ce que tu avais posé au départ, de à qui tu vas t'adresser, ton offre en elle-même. Donc, c'est un peu un cycle, en fait. Tout à fait. Oui, pour moi, c'est vraiment un cycle. Et d'où l'intérêt, c'est un autre avantage que je vois de faire son business plan, parce que finalement, l'entreprise, c'est pareil, l'entrepreneuriat, c'est pas linéaire, hein. On va peut-être des fois gagner un client, en perdre un autre, il va y avoir un imprévu, soit dans sa vie pro, dans sa vie perso, qui va faire qu'on va devoir changer certaines choses. Et le fait de poser ce squelette et ce cycle, et on peut l'appeler comme on veut, on va avoir la méthode et la structure, et il suffira en fait de s'y replonger régulièrement, ou quand on en a envie, ou quand on sent qu'il y a un petit grain de sable. Voilà, et en fait, c'est toujours le même raisonnement et le même calcul qu'il faut faire. Et franchement, pas de panique, parce qu'au niveau du calcul, moi, je le résume dans un simple tableau. Pour une micro-entreprise, c'est juste un tableau. Oui. Avec toutes ces charges fixes, variables, la rémunération à laquelle on aspire. Et voilà, ça nous donne tout simplement ce fameux chiffre d'affaires, seuil de rentabilité. Mais une fois qu'on l'a, voilà, ça ne suffit pas de se dire, faut que je fasse ça. Voilà, c'est après, du coup, ça représente quoi concrètement, ce chiffre d'affaires? Comme tu disais, combien d'offres par rapport au prix qu'on a fixé, combien d'offres, combien de clients, combien de temps me prend chaque offre? Et du coup, est-ce que dans la vraie vie pro, ça semble réalisable, ou s'il faut apporter des corrections? C'est ça. Et puis, non seulement sur le côté vraiment réalisable, mais aussi par rapport à ses choix de vie, hein, parce qu'on a vite fait aussi de se perdre, entre guillemets, parce que il faut que l'activité soit rentable. Donc, on entre dans ce fonctionnement, on y va, on charbonne. Et à un moment, on peut se rendre compte au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, mais mince, en fait, il y a d'autres pans de ma vie qui sont en souffrance, et au départ, c'était pas ça le plan. Et cette partie-là, donc ça, c'est quelque chose sur lequel tu réfléchis justement dans la brique 1, en fait, hein, sur les fondations. Et effectivement, moi, dans mes accompagnements, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on pose dès le départ, ne serait-ce que pour le relire si on commence un petit peu à se perdre, comme tu dis, dans le plus, parce que des fois, le plus, c'est bien, mais peut-être que c'est un problème d'offre ou de prix. Par exemple, on aura beau charbonner, s'épuiser, ça suffira jamais, ou ça suffira pas, et à quel prix, quoi. Donc je crois que c'est important de poser ces bases-là au départ, ne serait-ce que pour les relire, en fait, aussi, quand on commence un peu à sentir qu'on perd pied, se dire non mais attends, là c'était pas ça du tout, en fait, les bases de mon projet, c'était pas ça. Là, il faut que je me pose un peu, et il faut que je reprenne mes pièces du puzzle, et que je les retravaille pour que tout s'imbrique mieux et soit mieux huilé, quoi. Oui, finalement, le fait de formaliser, même sans que ce soit un document vraiment pour quelqu'un d'autre, hein, donc la forme n'est pas très importante. Mais c'est vrai que ça oblige à se poser réellement les questions, hein, ne pas juste réfléchir vaguement dans sa tête. Et puis oui, c'est intéressant d'avoir ce support et de pouvoir y revenir, en fait. Oui, voilà. Après, comme tu dis, c'est pas un support de présentation. On s'en fiche qu'il soit joli, qu'il soit présentable, qu'il y ait des fautes d'orthographe ou pas. Ça, franchement, c'est pour soi. C'est vraiment quelque chose pour soi à conserver, qu'il soit sur un cahier, sur un tableur, ou sur un… Peu importe, en fait. On peut vraiment… il faut vraiment qu'il se l'approprier. L'objectif, c'est qu'il soit utile, en fait. Et peut-être que… on l'appelle business plan, mais finalement, c'est un nom qui fait peur, mais on peut bien lui donner le nom qu'on veut, finalement. L'essentiel, c'est de travailler pour moi. Mais là encore,
c'est des points que moi, je ne crois pas qu'il y ait de business plan formel et unique, hein. Moi, ce business plan, on va dire personnel, justement, c'est le fruit de mon expérience et de toutes les observations que j'ai pu avoir, moi, en accompagnant. J'ai dû accompagner près de 200 porteurs de projets dans mon précédent job en banque et dans la formation également. Et financer une centaine d'entre eux. Donc voilà, j'ai vraiment pu voir à travers ces porteurs de projets et ces entreprises en lancement et en développement les erreurs qu'il ne fallait pas commettre quand on se lance ou quand on veut développer son entreprise. Et à l'inverse, du coup, les essentiels sur lesquels il ne fallait pas passer parce qu'à un moment donné, ça revient toujours un petit peu, quoi. Donc, alors surtout si on propose des services, mais même si on vend des produits, et on a forcément quelque chose à transmettre et à raconter à son client idéal et ce qui va faire justement qu'on va se démarquer également de tous les autres produits et services qui sont proposés par d'autres. Alors justement, donc, on voit que finalement la portée du business plan, elle est vraiment large, que c'est un outil sur lequel on peut s'appuyer dès la création et après dans le développement de l'entreprise, dans les différentes phases. Quels sont pour toi les principaux avantages du business plan? Concrètement, moi, si aujourd'hui je décide d'en faire faire ce travail, qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors pour moi, le business plan, concrètement, il permet déjà de te structurer, de savoir où tu veux aller. Ça te donne une vision, un cap un petit peu sur ton business. Également te motiver parce que du coup, si tu sais où tu vas et pourquoi tu fais, si tout ce que tu fais a du sens, automatiquement, ça va te permettre de trouver la motivation et les ressources, même justement quand tu as des petits moments de démotivation ou un imprévu, tu vas baisser un petit peu les bras le temps d'une journée, puis tu vas te remotiver parce que tu sais justement pourquoi tu le fais et où tu veux aller. Et puis, ça va tout simplement te convaincre que ton projet peut et doit exister, voilà, parce que tu te l'es démontré dans tes offres, les contacts que tu as pu avoir avec ton client idéal, ou, voilà, qui voit que tu réponds vraiment à un besoin, à son besoin, et puis les chiffres qui te le confirment, voilà, que donc je dirais que c'est entreprendre sereinement, quoi, et avec le smile, avec une motivation au quotidien. Et d'ailleurs, quand tu parles de l'offre du client idéal, je pense aux personnes qui vont avoir du mal à savoir finalement ce qu'elles proposent exactement parce que on touche à pas mal de choses, il y a plein de choses qu'on a envie de proposer et c'est pas forcément évident de structurer son offre. Et du coup, ça peut être intéressant peut-être pour quand on est dans cette phase pour structurer même son offre en elle-même. Oui, et en plus, moi, dans mon approche, justement, parce que l'objectif n'est pas du tout, moi, de faire le business plan à la place de l'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que je l'accompagne via du coaching, mais surtout, je propose une boîte à outils avec plein d'outils de méthodos, justement, pour l'aider à réfléchir à son client idéal, aller le rencontrer, etc. Et construire ses offres, en fait, autour de ça. Identifier vraiment sa proposition de valeur, vraiment en quoi ça répond complètement à ses aspirations, à ce client, mais également ses attentes, ses peurs, ses frustrations. Voilà, quelque chose de très complet. Et évidemment, ces outils, ils n'ont pas vocation après spécialement à figurer dans un business plan, mais c'est des outils de réflexion, d'aide à la réflexion et à la créativité pour pouvoir justement, parce que effectivement, il ne suffit pas de se poser sur une chaise et se dire, bon, voilà, aujourd'hui, je réfléchis à mon client idéal, quel est-il et quelle va être mon offre? C'est effectivement c'est un peu plus compliqué où ça demande un petit peu plus, d'aller chercher les choses. Et c'est vrai que oui, pour ça, c'est intéressant d'avoir un accompagnement. Certaines personnes peuvent se dire, oui, mais bon, il y a plein de choses qui me rebutent, et puis j'ai pas le temps, et franchement, la partie chiffres, c'est pas la peine. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager carrément de déléguer? Alors après, oui, on peut déléguer le calcul d'un seuil de rentabilité.
Ça, on va dire que n'importe quel comptable ou n'importe quelle personne c'est pas compliqué, hein, qui ne serait pas phobique des chiffres peut le faire. Maintenant, si c'est juste connaître son seuil de rentabilité et le chiffre d'affaires qu'on doit faire minimum pour ne rien en faire, parce que souvent le rapport à l'argent, c'est un peu plus profond que ça. Mm. C'est-à-dire qu'avoir le chiffre, OK, mais si on n'en fait rien, c'est-à-dire que si on ne le confronte pas à la réalité de ses offres et du marché, ben, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose. Mhm. Je crois que c'est toute une démarche qu'il faut accepter. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que ça peut être compliqué pour certains. Mais finalement, c'est plus, on va presque rentrer dans de la psychologie, Mm. où c'est plus un problème avec le rapport à l'argent et un refus, en fait, de l'entrepreneur de vouloir ne serait-ce que le voir ou en parler. Et c'est vrai qu'on peut mettre le doigt sur des blocages, en fait, hein, Ah oui, complètement, ouais. sur le fait de recevoir l'argent, tout simplement, quand on voit ces sommes, de se dire, bah non, enfin même des croyances limitantes, où on a l'impression que ce qu'on propose ne vaut pas cette somme, ou voilà, que c'est un montant exorbitant, alors que c'est le minimum juste pour vivre, hein, dans la pratique. Et ouais, mine de rien, ça peut soulever pas mal en tout cas, permettre déjà d'identifier qu'il y a quelque chose qui coince. C'est ça. Et c'est déjà un bon début, je crois. Effectivement, accepter effectivement d'ajouter, parce que je pense que la brique 1 et 2, enfin, surtout la deuxième sur la stratégie, est relativement faite par tous les entrepreneurs à un moment donné. Mais accepter, je crois déjà de se confronter entre eux. Alors, je dis le mot confronter, c'est peut-être pas le bon mot, mais il est peut-être un peu fort, mais aux chiffres. Mais des fois, j'ai quand même l'impression que c'est vraiment ça, hein, dans l'attitude, Oui. dans la tête des entrepreneurs. C'est déjà effectivement accepter de voir certaines choses, certains blocages éventuels. Et en avoir conscience, c'est déjà bien. Parce qu'en fait, voilà, après, moi, je vais dédramatiser. Et en fait, le fait de le faire, de l'expérimenter, c'est très important parce que finalement, ils vont pouvoir constater que non, effectivement, c'est pas grand-chose et c'est à la portée. Le tableau Excel est à la portée, je crois, d'un élève de collège. Hein, donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc, et quand ils vont voir à quel point ça leur est utile, alors il y a peut-être aussi d'autres blocages. Peut-être que certaines personnes aussi préfèrent ne pas voir parce que ça demande toute une remise en question, effectivement. C'est vrai qu'il faut être prêt, du coup, à aussi entendre que le modèle économique n'est peut-être pas viable en l'état et qu'il faut revoir ses offres ou son positionnement. Mais en tout cas, il me semble que faire l'autruche n'a jamais été très payant, en fait, très payant à terme. Donc voilà. Non, et c'est sûr que dans ces moments, en fait, le fait d'être accompagné, c'est vrai que ça permet d'avoir ce cadre, hein, d'avoir quelqu'un qui est là pour soutenir et puis pour proposer les outils aussi, hein, parce que quand on se lance seul dans ces démarches, on crée son entreprise, Mm. il y a tellement de choses, tellement de nouveautés, parce qu'on arrive avec son bagage, mais voilà, on a une compétence métier qui n'est pas forcément sur le plan et de la communication et du marketing et la partie stratégie financière, etc. Et finalement, les personnes dont c'est le métier sont là pour ça, pour faciliter cette transition. Oui, parce que c'est vrai que l'information, on a accès à l'information un peu partout Oui, quand même aujourd'hui, hein, oui. les outils également. Maintenant, voilà, on revient à l'image du puzzle, mais dans quel sens je prends les choses, à quoi ça me sert, Mhm. comment je l'utilise, qu'est-ce que je fais si j'ai une peur ou un blocage. Voilà, ça c'est quand même, je crois que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'est jamais aussi confronté à ses peurs et ses blocages C'est sûr. euh, que dans notre vie auparavant. Donc, ça peut être très perturbant, effectivement. Donc, le fait d'avoir quelqu'un aussi pour rassurer, dédramatiser et effectivement orienter, guider, oui, je crois que c'est ce cadre, comme tu dis, c'est vraiment un plus et c'est vraiment important pour avancer sereinement et dans la bonne direction. Alors, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord que l'intérêt, c'est vraiment de dédramatiser et puis de sensibiliser, hein, au fait que
d'une certaine manière, en fait, ça concerne tous les entrepreneurs. Et j'aime beaucoup ton approche qui comporte l'humain. Voilà, que c'est pas juste un exercice sur papier, mais que l'humain est vraiment au cœur de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment une valeur très importante et je pense qu'elle est présente chez beaucoup d'entrepreneurs. Quand on se lance, on a souvent cette idée de liberté, oui, mais aussi de sens d'humain. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, pour ceux qui voudraient aller plus loin, pourquoi pas avec toi, avec ton accompagnement, est-ce que tu peux nous parler un peu des offres que tu proposes, si tu as quelque chose d'actualité par rapport à ce sujet? Oui, alors déjà, voilà, on peut nous retrouver, moi et Julie, sur notre compte Instagram, du jus dans le citron. Hein, on partage du contenu tous les jours, soit en post, en story, et on publie un article de blog par semaine. Donc, ou sur notre site internet, dujusdanslecitron.fr. Et effectivement, je prépare le lancement d'une offre donc pour les entrepreneurs qui se lancent ou se relancent, donc sans besoin de financement, et voilà, qui veulent juste être épanouis dans leur job et pouvoir se générer un revenu de cette activité. Donc, cette offre s'appellera sûrement tout simplement Entreprendre avec la méthode du jus dans le citron. Et donc, j'ai volontairement supprimé le nom de business plan à cette offre pour ne pas effrayer, justement. Mais voilà, on va bien y retrouver le contenu, en tout cas le contenu dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, pour poser des bases solides à son projet et arriver voilà, à son objectif de pouvoir vivre de son business et de son entreprise, de son projet, donc avec le sourire et la motivation au quotidien. Merci beaucoup, Céline, pour cette interview. C'était vraiment un grand plaisir. Écoute, merci à toi également, Stéphanie, pour ton accueil, ta bonne humeur et ta gentillesse. Cette interview est terminée. J'espère que l'objectif a été atteint de vous aider à mieux comprendre en quoi consiste le business plan, de dédramatiser et de voir que même si l'exercice n'est pas forcément indispensable pour se lancer, c'est quand même un outil vraiment intéressant, soit pour le lancement, soit plus tard pour le développement de son entreprise. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager à d'autres personnes à qui il pourra servir. Et bien sûr, si vous voulez encourager le podcast, l'aider à se faire connaître, à se développer, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast vous le permet et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.